Et notre invité politique ce matin, c'est Laure Lavalette. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Plaisir. Vous êtes députée du Var, porte-parole du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Et on est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. On va commencer par l'actualité, triste actualité, Laure Lavalette, puisqu'on a appris que l'infirmière qui avait été agressée hier au CHU de Reims était décédée. C'est François Braun, le ministre de la Santé, qui l'annonce ce matin. Une secrétaire médicale est grièvement blessée. Cet homme avait des antécédents psychiatriques, dit le ministre de la Santé. Il s'est rendu sur place hier. Il a promis de réunir un comité pour plus de sécurité pour les soignants. Qu'en attendez-vous ? C'est sûr que les infirmières sont en première ligne face à la violence, à la fois la violence ordinaire qu'on peut retrouver dans les quartiers et la violence aussi, j'allais dire, inhérente aux patients qu'elles soignent. Effectivement, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur un patient psychotique ou psychiatrique. Et a priori, je pense qu'on se dirige vers ce cas de figure pour cette infirmière. Ça pose plusieurs questions. Je pense que la psychiatrie est un peu le parent pauvre de nos politiques publiques en matière de médecine, même si la médecine dans son entièreté est le parent pauvre. Moi, j'ai beaucoup combattu la réforme Vidal, vous savez, pour essayer de réformer et d'avoir plus de médecins. Ça n'a absolument pas fonctionné. Le numerus clausus a été remplacé par le numerus apertus en sacrifiant en plus toute une promotion qui a dû partager le gâteau avec ceux qui redoublaient alors qu'eux-mêmes n'avaient plus le droit de redoubler. Moyennant quoi, nos enfants qu'on décourage d'être médecins partent en Roumanie et nous accueillons des médecins roumains, ce qui nous paraît complètement ubuesque. Donc il faut évidemment former des médecins en France. Alors vous allez me dire c'est pas demain, c'est à l'horizon de 10 ans le temps de les former. Mais bon, entre-temps ils seront internes et ils auront commencé à mettre la main à la pâte. Et la psychiatrie, comme on le disait, reste le parent pauvre. Mais là sur le comité pour plus de sécurité, oui, ça vous paraît suffisant ? Non, mais le comité, en fait, ce qu'on veut c'est des actes. On veut une véritable volonté politique. Les comités Théodule, on en a soupé. Je pense que les Français veulent passer à autre chose et veulent de l'efficacité. Il va falloir se poser la question, effectivement, en médecine, de mettre plus d'argent. Et puis voilà, je le disais aussi, les infirmières libérales sont confrontées à une autre sorte de violence. Moi, j'ai parlé il n'y a pas très longtemps à une infirmière libérale me disant qu'elle avait eu un bébé, donc elle s'était absentée pendant 6 mois de sa tournée qui était dans un quartier un peu chaud d'une ville. Il a fallu, au bout de 6 mois, qu'elle aille se représenter au caïd du coin pour qu'il repère bien sa voiture et qu'il la laisse travailler. Ce qui paraît quand même complètement aberrant. Une autre me disait qu'à 17h, quelle que soit l'avancée des soins qu'elles étaient en train de faire, il fallait quitter la zone parce que ça devenait dangereux. Donc vous voyez que nos soignants, ceux qu'on applaudissait à 8h et qui ont été, j'allais dire, toujours un peu délaissés quand même par ce gouvernement, sont en première ligne face à cet ensauvagement, évidemment aussi. Comment on pourrait assurer leur sécurité ? Ça veut dire quoi, des actes, une volonté politique, des moyens, au-delà de l'hôpital et des soins ? Il faudrait. On peut pas mettre un gendarme ou un policier derrière chaque soignant. La même question se pose avec les élus. On a la marche en soutien au maire de Saint-Brévin demain. Aujourd'hui. Ah oui, c'est demain. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement et qui soit efficace ? Alors, la vraie question, encore une fois, pour cette violence face à un patient psychiatrique, c'est de se poser la question de savoir est-ce qu'il aurait dû être, j'allais dire, en hôpital psychiatrique ou pas. Donc, pour ça, il faut évidemment des places supplémentaires et remettre de l'argent. Après, d'une manière plus générale. Bah oui, mais il faut mettre fin au laxisme ambiant auquel les Français doivent faire face. Vous savez, moi, j'ai sur ma circonscription une cité, la cité de la Beaucaire, où des honnêtes gens essayent de vivre paisiblement et il y a pourtant des balles perdues, il y a des règlements de compte, il y a un trafic de drogue. Vous voyez, ça rejoint aussi l'actualité avec ce drame de Roubaix où nous avons perdu des policiers, on en parlera peut-être, mais il faut une volonté politique, il faut que les voyous aient une triple certitude. La certitude d'être arrêtés, qu'une peine soit prononcée et la certitude que cette peine, elle soit exécutée, évidemment, parce que il faut que ce sentiment d'impunité cesse. Et puis nous, on pense au Rassemblement national que des peines de prison courte, mais dès la première condamnation, serait sûrement un électrochoc qui permettrait d'endiguer un peu cette délinquance, même si, soyons pas naïfs, le trafic de drogue et notamment, c'est un peu ce qui régit, j'allais dire, l'insécurité dans ces quartiers. Les chefs sont un peu les caïds. C'est pas facile. Moi, je vois bien, Toulon devient Toulon devient par capillarité le grand Marseille au niveau du grand banditisme et de la drogue. Donc, il va falloir se poser
poser des vraies questions. On peut aussi penser, souvenez-vous, pendant le Covid, il y a eu énormément de saisies de drogue, puisqu'on a fait plus attention à nos frontières, que ce soit avec la Belgique ou avec l'Allemagne. Donc il y a peut-être là aussi, évidemment, une solution à chercher, comme quoi les frontières, c'est pas forcément superfétatoire. Vous en parliez, l'autre actualité, ce sont ces 3 jeunes policiers qui ont été tués dimanche du côté de Roubaix par un véhicule qui roulait à contresens, qui était en excès de vitesse, et on a appris hier que le conducteur était alcoolisé, positif au cannabis. Est-ce que du coup ça repose la question de la création d'un délit d'homicide routier ? C'est certain. Il y a quand même... Là, je pense que c'est un drame qui nous secoue tous. Moi, je veux saluer évidemment la mémoire de ces policiers. Un était papa d'un enfant de 11 mois, l'autre allait devenir papa. Donc, cet enfant connaîtra jamais son père. Et en plus, ils ont pratiquement l'âge de mes enfants. Donc, il y a une certaine émotion, évidemment. Oui, vous avez raison. Ça pose la question du cannabis. Ça pose la question peut-être du laxisme de Gérald Darmanin en la matière. Effectivement, il faut une politique ferme contre les dealers, mais aussi contre ceux qui consomment au Rassemblement national. Alors lui, il pose la question de la création d'un délit d'homicide routier. Il travaille dessus. Vous êtes favorable, vous le soutiendrez ? Il travaille dessus. Moi, je veux bien, mais enfin, ça fait 6 ans qu'ils sont au pouvoir. Ça fait 6 ans qu'ils auraient pu y réfléchir un peu plus. C'est pas le premier cas. Ça n'est pas mais isolé. Vous le demandez, vous le proposerez ? Non, et vous savez, tout ce qui va dans le bon sens, et je pense que c'est ce qui fait notre marque de fabrique. En tout cas, j'espère que vous, observateurs de la vie politique, c'est ce que vous avez remarqué. Nous, dès que ça va dans le bon sens, dans la protection des Français, dans l'amélioration de leur cadre de vie, bien sûr que nous le votons, d'où que ça vienne. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout sectaire. Mais ça pose effectivement, et ça va remettre sur le tapis la légalisation du cannabis, tant demandée par la France insoumise et les écolos. Voilà, nous on pense qu'au contraire, ça serait complètement délétère, que ça fait trop de dégâts sur nos enfants, leurs neurones, ça peut leur permettre de décompenser des maladies psychiatriques. Donc il faut aussi que le consommateur soit évidemment pénalisé. Avant, c'était un délit, et sous Gérald Darmanin, c'est devenu une contravention. Donc ça pose aussi une vraie question. C'est bien de gonfler les muscles, mais c'est bien aussi d'avoir des actes qui vont permettre de protéger les Français. Parce que ce qui est arrivé là, ça aurait pu vous arriver à vous, à moi, en arrivant ce matin très tôt à Public Sénat. Alors, tout ça passe essentiellement par une réforme ou une transformation de la loi, aggraver les peines, notamment créer des circonstances aggravantes pour un certain nombre de publics particuliers. Marine Le Pen en avait parlé. Effectivement, il faut trouver des solutions efficaces, mais j'allais dire, même sans aggraver les peines, vous savez, la loi existe déjà, mais même en matière, elle n'est pas appliquée, même en matière migratoire, voilà, je pense que déjà, si on arrivait à appliquer véritablement la loi, nous n'en serions pas là. Pour ça, je pense qu'il faut de la volonté politique. Et quand vous voyez le ministre de la Justice qui se fait applaudir en prison quand il arrive, je ne pense pas que ça aille dans le bon sens. En tout cas, les Français que je vois sur les marchés me disent qu'ils trouvent qu'il y a un laxisme, effectivement, de la justice. Oui. Puisque vous dites que vous votez les textes d'où qu'ils viennent quand ils vont dans le bon sens, les Républicains ont présenté 2 textes sur l'immigration dimanche. Est-ce que vous pourriez les voter ? Bon, déjà, on peut s'arrêter 2 secondes, je rigole quand même. Je veux dire, si ça, c'est pas un copier-coller, si ça, c'est pas un plagiat, je me demande bien ce que c'est. Vous aurez remarqué, en plus, c'est pas en période électorale. Quand les LR sortent un truc un peu musclé, c'est quand même quand on prend 0 risque. Et puis, ils ont pas... veut dire Bon, franchement, je veux dire, là, ils remettent pas en question ni leur mandat ni rien. Et en matière d'élection, ils se couchent systématiquement, comme au premier soir des élections présidentielles, où finalement, ils sont assez macro-compatibles. Moi, j'appelle Vous pensez qu'ils n'iront pas au bout ? Ah oui, je pense, ouais. Oui, je pense qu'ils n'iront pas au bout. Déjà, il va falloir que ça soit voté, il faudra que ça soit dans la niche. Leur niche qui sera, je pense, probablement vers le mois d'octobre, je pense. Mais et vous le voterez ? Je pense, si ça va dans le bon sens, je vais vous dire, dans la mesure où c'est pratiquement exactement le même texte que celui que Marine Le Pen proposait pendant la campagne présidentielle, bien sûr qu'on le votera si ça va dans le bon sens. Même si, il faut avouer qu'ils sont un peu mauvais élèves. C'est un peu celui qui regarde sur la copie de son voisin, mais qui oublie la priorité nationale, par exemple, et qui oublie aussi, je crois, tout ce qui est le droit du sol. Ils font pas de refonte du droit du sol, alors que et la priorité nationale et la façon dont on devient français sont évidemment vous la demandez une refonte ou une suppression du droit du sol. On ne sait pas trop. Pour le coup, ça n'a pas l'air assez clair. Mais pour vous, ils ont et pour nous, c'est pas parce que vous naissez en France que vous êtes français. Nous, une suppression du droit du sol. Évidemment, on a toujours sur tout le territoire. Pratiquement sur tout le territoire, on a toujours pensé que français, ça se méritait ou ça s'héritait. Et c'est une vraie question. Et ça va permettre aussi de reprendre la main sur sa politique migratoire. Mais en parlant de reprendre la main, je pense à leur slogan qui est « Reprenons le contrôle ». C'est quand même assez marrant. C'était un des slogans de la campagne de Marine Le Pen. C'était pas « Reprenons », mais « Reprenez le contrôle ». Donc vous voyez que dans le plagiat, effectivement, il pourrait peut-être payer des droits d'auteur à Marine Le Pen. Mais
Il faut que les Français... Alors, pas forcément, parce qu'ils disent, Marine Le Pen, elle n'a pas renoncé à l'immigration zéro. Ça fait encore partie de votre programme, ça, l'immigration zéro. L'immigration, en tout cas, là, pour l'instant, telle que nous sommes, effectivement, il faut que les soldes migratoires changent complètement. Il peut y avoir une immigration étudiante, mais une véritable... Donc, c'est plus l'immigration zéro. Non, mais ça, là, on a parlé, on s'est expliqué pendant cette campagne électorale où l'immigration, ça peut être une immigration choisie. Je vous dis, les étudiants sont, à mon avis, un bon exemple. Et encore une fois, en matière migratoire, souvenez-vous de Nicolas Sarkozy qui bandait les muscles, qui parlait du Karcher. Il est rentré plus d'immigrés légaux sous Nicolas Sarkozy que sous Jospin. Donc, on ne peut pas dire qu'en matière migratoire, les LR soient les champions de la baisse de l'immigration, bien au contraire. Et puis, encore une fois, de quel LR est-ce que nous parlons? Moi, je suis à côté d'eux dans l'hémicycle. Je peux vous dire que... Oui, enfin, il y a quand même 50 nuances de LR, 50 nuances de lâcheté. Je pense qu'il y en a la moitié qui sont Macron-compatibles, qui doivent partir et qui pensent qu'ils vont pouvoir intégrer un gouvernement de Macron. Eux, je pense, doivent y aller. Je pense qu'il faut qu'il y ait une clarification. C'est qui, ça? Vous les voyez bien, ceux qui n'ont pas voulu, par exemple, voter les motions de censure. Il y en a 19 qui ont été courageux et qui ont voté la motion de censure. Donc Éric Ciotti, pour vous, il est Macron-compatible? Ah bah oui, je pense, oui. Oui, je pense que, je vais vous dire, Éric Ciotti, il a quand même il a appelé à voter Renaud Muselier, qui avait déjà fait alliance avec la Macronie au premier tour des élections régionales que j'ai faites, puisque j'étais sur la liste de Thierry Mariani. Donc quand vous voyez Éric Ciotti, qui est encore une fois sur les plateaux bande les muscles, et qui le vendredi appelle à voter pour un candidat d'Emmanuel Macron, si vous appelez pas ça être macroniste, je me demande bien ce que c'est. Donc je pense qu'Éric Ciotti fait partie de ces LR qui bandent un peu les muscles et qui, juste après, manquent de courage, effectivement, en matière politique. Alors moi, j'ai pas tout compris, parce qu'en fait, ils ont copié, mais c'est mal copié. Mais du coup, si leur proposition allait au bout, est-ce que vous les voteriez ou pas? J'ai répondu à la Donc ça va dans le bon sens? Et bien sûr, ce qui va dans le bon sens. Mais encore une fois, c'est pas l'alpha et l'oméga, il va falloir que ça passe dans leur niche en octobre. Et puis c'est assez marrant, parce que souvenez-vous, quand Marine Le Pen avait déroulé, souvenez-vous, ce référendum, Justement. qui était, donc il nous avait dit, Gérard Larcher, entre les deux tours, disait non mais là c'est pas possible, ça remet en cause les institutions, sauf que c'est exactement ce que eux proposent. Donc au final, les propositions de Marine Le Pen n'étaient pas si ubuesques que ça, vu qu'ils les reprennent. Après, parler d'immigration sans parler de priorité nationale, ça nous paraît quand même être un peu, ils ont quand même oublié une part très importante, et les Français réclament cette priorité nationale, encore une fois. Quand on est député, on est vraiment sur les circonscriptions et les gens nous disent, en matière d'emploi, en matière de logement, ils ne comprennent pas que les Français ne passent pas d'abord. Et je pense que ça, encore une fois, ils ont copié, je vous dis, mais ils ont été assez mauvais élèves. Mais est-ce qu'ils vous ont pas aussi un peu pris de court? Parce que quelles sont vos dernières propositions concrètes en la matière? Vous avez eu plein de niches parlementaires, il n'y a pas eu je vous rappelle que nous attendions un texte immigration qui aurait dû venir, et du coup, la niche parlementaire, nous, on a pensé que justement il fallait parler de sujets dont nous n'aurions pas l'occasion de parler tout au long de l'année parlementaire. Je vous rappelle que ce texte, le texte sur l'immigration, appelait des vœux de 80%, je crois, des Français qui pensent qu'il faut reprendre en main notre politique migratoire. Elisabeth Borne a trouvé qu'au contraire, il divisait les Français et donc qu'il ne le mettrait pas à l'ordre du jour. Ou s'il le mettait à l'ordre du jour, vous avez bien compris qu'il le scinderait en deux. Donc tout ce qui est régularisation des métiers en tension, ils espèrent avoir une majorité avec la France insoumise. Nous voterons évidemment contre, puisque c'est une nouvelle filière d'immigration. Et ils imaginaient que sur l'immigration, la sécurité, ils trouveraient une majorité avec nous. Ce que je vois, c'est que... Donc juste le texte du gouvernement, vous ne le voterez pas du coup? Le texte des LR, c'est oui, le texte du gouvernement, c'est non. Je ne sais pas, est-ce que vous avez quelques infos sur le texte du gouvernement? Quand est-ce qu'il va arriver sur la table? C'est bien dommage, c'est sûrement un texte qui aurait pu peut-être faire un peu plus consensus. Les Français l'attendent, encore une fois. Mais vous auriez voté, c'est en même temps, vous? Encore une fois, ce qui va dans le bon sens, vous l'avez vu, en matière... Certainement pas celui sur les... Vous n'auriez pas voté le texte final? Nous n'aurions pas... Non, mais tel qu'il était présenté, en tout cas, au début de l'année. Oui, non, mais là, on en est bien loin. Effectivement, nous ne pensons pas qu'il faut régulariser les gens qui viennent dans les filières travail, style dans la restauration. On pense que ça va être une pompe aspirante de plus et que la solution pour trouver des candidats à ces métiers-là, c'est évidemment d'augmenter les salaires. C'était la proposition de Marine Le Pen, augmenter tous les salaires de 10% dans une entreprise jusqu'à 3 fois le SMIC, et avec ces 10% qui seraient exonérés de charges. Alors ça serait un manque à gagner pour l'État, mais ça serait donnant-donnant pour évidemment les entreprises et arriver
arriver à embaucher. Donc ça n'est pas une perte d'argent. Alors Olivier Marleix, il brandit la menace d'une motion de censure si toutefois le gouvernement passe par 49.3 pour voter son texte immigration. Vous la voteriez, cette motion de censure? Olivier Marleix, il était où au moment de la réforme des retraites? Il était où quand on a voté les motions de censure? Mais là, il était d'accord avec la réforme des retraites. Il va pas censurer un gouvernement sur un texte sur lequel il est d'accord. Souvenez-vous, il était d'accord. C'était très, très compliqué. Il n'y a pas moi encore une fois, je suis à côté d'eux dans l'hémicycle. Il n'y a pas un LR qui vote comme son voisin. Quand je vous dis qu'il y a 50 nuances de LR, c'est... Et chez vous, est-ce que là, vous voteriez une motion de censure sur l'immigration? Suivant le texte qu'ils nous proposent, nous, évidemment. Vous savez, nous avions dit aux Français, au soir du 19 juin, que tous les moyens qui seraient en notre possession pour améliorer leur quotidien, nous les voterons. C'est exactement ce que nous avons fait au moment de la réforme des retraites. Souvenez-vous, la motion référendaire, les motions de censure successives, nous les avons toutes votées, même quand elles venaient de la France insoumise, parce qu'encore une fois, déjà les Français sur le terrain ne comprendraient pas que nous ne voulions pas faire tomber ce gouvernement. Et après, nous avons même nous avons été les premiers à faire la requête devant le Conseil constitutionnel. Donc, encore une fois, tout ce qui va dans le bon sens, nous le voterons. Nous avons une seule boussole, c'est l'intérêt des Français. Alors, l'opération Wambushu a débuté hier à Mayotte. Alors ça, est-ce que c'est une opération qui va dans le bon sens, pour reprendre vos termes? Quand on voit la situation de Mayotte, c'est quand même très compliqué. Évidemment, les Mahorais souffrent terriblement de la situation et ils se sentent complètement abandonnés, j'allais dire, par le gouvernement français. Et je pense que Mayotte est un caillou dans la chaussure de Darmanin, comme a été le Stade de France, comme a été l'imam Iqwissem. Mais là, il a lancé cette opération pour détruire les bidonvilles, pour expulser les il était temps, nous avons tiré la sonnette d'alarme. Mais là, vous dites que ça va dans le bon sens. On va voir. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Il a quand même attendu qu'il y ait des quarts d'enfants qui soient attaqués à des machettes. Je veux dire, tout ce qui se passe quand même en matière de sécurité et sur évidemment nos territoires d'outre-mer sont la responsabilité de Gérald Darmanin. C'est lui qui est ministre de l'Intérieur. Et aller jusqu'au bout, c'est quoi? Aller jusqu'au bout, c'est vraiment le faire et protéger évidemment les Mahorais qui ne demandent que ça. Vous avez certainement vu à l'Assemblée des témoignages très poignants d'Estelle Youssoupha qui parle évidemment de son pays et qui en appelle à la volonté politique de Gérald Darmanin d'aller jusqu'au bout, de détruire évidemment ces bidonvilles. Mais c'est un problème de volonté politique de Gérald Darmanin ou des Comores qui ne veulent pas reprendre leurs ressources? Oui, mais quand on est au pouvoir, on fait en sorte, on fait pression. Vous savez, la question peut se poser la même sur les OQTF. Quand on dit non, mais les OQTF, on aimerait, mais finalement, c'est les pays qui veulent pas. À ce moment-là, on prend des décisions. Il fait pression on arrête les visas. Il faut supprimer l'aide au développement aux Comores. Bien sûr, on arrête les visas, on arrête l'aide au développement, on arrête les transferts d'argent, style les Western Union, qui représentent à chaque fois une grosse partie du PIB de ces pays. Et quand même se dire qu'on est, nous, 6e puissance mondiale et qu'on a du mal à prendre le dessus de la je ne sais pas combienième puissance mondiale, mais qui est bien derrière nous, ça pose aussi question quand même sur sur cet empêchement à protéger les Français. On parle de la réforme des retraites ? Oui, et de la niche de la LIOT, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire. Quelle sera l'attitude de votre groupe le 8 juin par rapport à la proposition qui est déposée? Déjà, je pense qu'on sera tous là. On sera tous là parce que c'est une grosse mobilisation. Grosse mobilisation, comme on l'a toujours été sur les textes. On a toujours été très mobilisés sur les textes importants. Donc vous voterez? Non, mais bien sûr. Non, mais vous comptez bien aller au vote parce que c'est aussi bien sûr, ça serait peut-être la seule occasion que nous allons avoir de voter ce texte. Et puis encore une fois, le 8 juin, cette réforme, elle est toujours aussi inutile. Elle est toujours aussi brutale. Rien n'a changé, évidemment, dans le paysage. Et il ne faudrait pas qu'Emmanuel Macron pense qu'il a mis la poussière sous le tapis et que les Français sont passés à autre chose. Encore une fois, je peux vous dire, en circo, les gens ne sont pas passés à autre chose. Ils sont très inquiets et je ne vois pas comment Emmanuel Macron va pouvoir continuer Mais est-ce que ce n'est pas leur donner un faux espoir à ces gens que vous rencontrez, de leur faire croire que cette réforme peut être abrogée? Non, elle peut être abrogée. Regardez, si jamais cette proposition de loi LIOT était votée, pourquoi pas? Je pense que... Il y a le Sénat. Non, mais si nous n'avons pas... Vous pensez que le Sénat va abroger la réforme des retraites? Si nous n'avons pas espoir pour d'eux, autant que les Français votent pas pour nous. Je veux dire, nous, on va mettre toute notre énergie, effectivement, dans cette bataille. Et puis, je pense que... Encore une fois, je ne vois pas comment Emmanuel Macron va continuer ces 4 années en étant passé en force. Vous le disiez, c'est peut-être la seule occasion que nous allons avoir de la voter, cette réforme des retraites. Vous imaginez bien que le gouvernement a fait passer une loi qui va faire travailler les Français 2 ans de plus, qui va faire que les Français vont arriver avec des retraites décotées, qu'il n'y aura plus de surcote. Donc c'est un appauvrissement des retraités qui vont travailler 2 années supplémentaires sans que la représentation nationale ne la vote.
avec des ministres qui ont refusé de répondre à nos questions et qui ont dit, je pense à Dussopt, je n'ai pas de compte à rendre à la représentation nationale. Je veux dire, on a quand même vécu, alors moi en plus je suis un bébé député, donc c'était un des premiers drames que je vivais, de ne pas pouvoir être entendu et j'allais dire faire notre travail de parlementaire. Alors entre la NUPES qui a embolisé le débat avec ses 18 000 amendements, qui du coup a rendu service à la Macronie, puisque nous n'avons pas pu le voter, nous ne sommes jamais arrivés à l'article 7, on a passé... Mais là vous pensez qu'il y aura un vote le 8 juin parce que la majorité Elisabeth Borne dit c'est inconstitutionnel. C'est pas inconstitutionnel. Non, la question est réglée. La question est réglée. Le seul qui pourrait dire maintenant que c'est inconstitutionnel, c'est Monsieur Coquerel, donc je ne pense pas que... Je le confirme, il nous l'a dit hier, il ne dira pas. Évidemment, donc ça je pense que cette question-là, elle est réglée. Voilà, il faut pas que ça... j'ai un peu peur aussi que ça remette de l'huile sur le feu, bien évidemment, mais je pense qu'il est temps que les Français aient un président qui les aime, qui les écoute et qui les respecte. Et ça passe aussi par le respect que l'on doit à la représentation nationale. Le dernier 49.3, c'était le 11e, je crois, 49.3. Alors bien sûr, constitutionnellement parlant, c'est possible. Après, quand on fait de la politique, je pense qu'on ne peut pas gouverner à ce point-là contre son peuple. Et encore une fois, quand un projet de loi est à ce point-là rejeté par 70% des Français et par l'ensemble des parlementaires, parce que je pense qu'il y avait vraiment cette majorité de rejet, dans une démocratie mûre et mature, on prend ce projet, on le met à la poubelle et on passe à autre chose. Je pense qu'il faut en revenir au peuple, qui est le seul, qui est la Cour suprême en 5e République. Juste un mot sur l'actualité parlementaire, très vite. Il y a la commission d'enquête sur les ingérences étrangères qui se réunit mercredi et qui va auditionner Marine Le Pen. Ouais. Qu'est-ce qui peut sortir de cet exercice ? Rien. Vous avez bien compris, il faut expliquer aux Français que c'est une réouverture. En fait, toutes les auditions avaient été terminées et ils réouvrent. D'un coup, ils se disent, tiens, on aurait dû auditionner Marine LePen. Ils auraient peut-être pu le faire avant. Marine Le Pen, il va de façon... C'est présidé par un membre de votre groupe. Oui, parce que ça a été demandé, parce que du coup, il est déporté. C'est pas lui qui préside, évidemment, quand ils vont auditionner Marine Le Pen, mais qui y va tout à fait sereinement. Je pense qu'il n'y a aucune ingérence, évidemment, parce qu'on parle du prêt russe. Oui, mais enfin, je vais vous dire, il n'y a pas un prêt d'un parti politique qui était plus scruté, plus contrôlé, évidemment, que ce prêt-là. Donc il n'y a pas de sujet pour vous ? Il y a zéro sujet. Si. Il y a un sujet. Le sujet, c'est de penser qu'un parti politique qui a 13 millions d'électeurs au second tour de la présidentielle ne puisse pas emprunter en France. Et le vrai sujet, il est là. Souvenez-vous d'Emmanuel Macron qui avait parlé de la Banque de la démocratie, qui avait dit je durcis un peu les conditions pour pouvoir se présenter. Il a rendu public les noms des maires. Du coup, ça rend les choses un peu difficiles. Mais il disait en contrepartie, il y aura la Banque de la démocratie et tout le monde, ce qui en plus est assez logique que ça soit une banque publique, n'a jamais abouti. Donc, c'est quand même un scandale démocratique sans précédent qu'aucune banque ne veuille prêter de l'argent à Marine Le Pen, qui est arrivée quand même 2 fois finaliste à l'élection présidentielle. Le vrai sujet, il est là. Une dernière question sur les européennes, ça sera dans un an. Éric Zemmour a dit que ça serait lui ou Marion Maréchal qui conduira la liste reconquête aux européennes. Ça vous inquiète? Ça va vous affaiblir? Non, ça ne m'inquiète pas. Non, la reconquête ne m'inquiète pas. Et d'ailleurs, ça ne va pas vous affaiblir? Ça ne va pas vous enlever des voix? Ça va peut-être affaiblir LR un peu plus. Non. Mais exactement comme pendant la période, pendant les présidentielles que nous avons vécues. Souvenez-vous, on a gardé, comme dit Marine Le Pen, le calme des vieilles troupes. C'est-à-dire, on n'a jamais été inquiet de la façon dont ça s'est passé. Et ça n'a absolument pas empêché Marine Le Pen d'être au second tour. Non, ça peut peut-être impacter. Et je pense que ça a été prouvé que ça a siphonné, j'allais dire, un peu plus l'électorat LR. Mais je pense que les Français ont bien compris que ceux qui voulaient rendre aux Français leur argent et leur pays, c'était Marine Le Pen et le Rassemblement national. Et je pense que ça va aussi être l'heure un peu des comptes. Je pense que nous, est-ce qu'on aura convaincu les Français de notre sérieux, de notre implication aussi dans la vie politique? Ils auront bien vu que nous n'avions qu'une boussole, c'était l'intérêt des Français, que nous nous tenions correctement à l'Assemblée nationale, que nous avons été le groupe d'opposition, je veux dire, qui a le plus fait pour les Français. Ça veut dire que si vous arriviez derrière Renaissance, ce serait un échec pour vous? C'est toujours un échec quand vous partez Avec quelles conséquences? Non, mais quand vous partez en élection, de s'y mettre encore un peu plus aux prochaines élections. Mais évidemment, quand vous partez à une élection, c'est pour la gagner, c'est pas pour arriver deuxième. Merci Laure Lavalette. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin. La une de Ouest France, c'est Mayotte, entre sécheresse et opération Wambouchou. Stéphane, c'est à lire ce matin dans votre journal. Merci beaucoup. On passe au Club des Territoires.